Professeur Choron, vous allez nous parler aujourd'hui du trouble du déficit de l'attention. Vous allez peut-être vouloir le renommer d'une autre façon. Oui, je pense déjà il a un titre un peu compliqué. On parle donc bien du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc vous voyez que déjà par lui-même, il recèle tout un mystère. Et je pense que ce n'est pas qu'il reste un mystère, parce que les sciences vont quand même permettre d'en savoir un peu plus au cours de ces dernières années, de comprendre qu'effectivement, dans le cerveau de ces enfants, mais aussi des adultes qui souffrent du même trouble, parce que ce trouble ne s'arrête pas à un moment donné, il se poursuit dans la vie adulte, et on constate que ce trouble s'accompagne de configurations fonctionnelles différentes du cerveau de quelqu'un qui ne souffrirait pas du TDAH. Et donc, alors, l'intitulé est assez, il n'est pas ambigu, mais il est complexe, puisqu'il dit trouble de l'attention. Donc, première chose, qu'est-ce que c'est que l'attention? C'est quelque chose d'assez, peut-être tout le monde parle de l'attention, mais peut-être qu'on ne sait pas très bien ce que c'est. La deuxième chose, c'est de l'hyperactivité. Soit le trouble s'accompagne d'hyperactivité, ou il ne s'accompagne pas d'hyperactivité. Donc, déjà là, il faut définir ce qu'est l'hyperactif. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un d'hyperactif par rapport à quelqu'un qui ne l'est pas. Donc, vous voyez, déjà, on est dans une configuration de définition, même sur le plan psychologique, sur le plan clinique, qui n'est pas évident. Et donc, ça va demander aux neuropédiatres et aux pédiatres de passer quand même pas mal de temps face à un enfant pour déterminer s'il l'est ou s'il ne l'est pas. Alors, ça se fait le plus souvent dans le cabinet donc, médical sur la base de questionnaires. À la base de questionnaires, on interroge l'enfant, on interroge son environnement. Cela peut aller jusqu'à des rapports qui sont apportés par le cadre éducatif, par les instituteurs, les institutrices, où effectivement, certains sont décrits comme turbulents, et là, certains ils peuvent monter sur la table au moment où vous êtes en train de les interroger. Nous en avons vu beaucoup au laboratoire, par exemple, qui étaient effectivement des enfants difficiles. Donc, certains vous disent, oui, ce sont justement des enfants difficiles. Donc, il y a là tout un... Mais ce que nous voyons en tout cas sur le plan neurologique, sur le plan de la neurophysiologie des cerveaux de ces enfants, c'est qu'il se passe quelque chose. Donc, il se passe quelque chose. Alors, la difficulté, nous essayons de regarder les choses en absence des médicaments. La rélatine, donc ce sont des psychostimulants, une sorte d'amphétamine, si vous voulez, qui sont donnés à ces enfants, parce qu'on a constaté, de façon un peu au hasard, que le fait de donner des psychostimulants, donc qui normalement devraient exciter ces enfants, les rend finalement moins excités et plus attentifs. Donc, on a parlé de gain, d'augmentation de la capacité de ces enfants à l'école. Donc, c'est quelque chose peut-être assez intéressant de dire, ben voilà, il est excité, il souffre de la TDAH, vous allez prendre de la rélatine et vous allez voir, il va mieux. Donc ça, c'est ce qui se fait encore tout à fait aujourd'hui. Mais il y a des questions maintenant qui se posent. Donc, les scientifiques ont examiné sur différents types de modèles l'effet de ces psychostimulants sur le cerveau, soit des cerveaux de rongeurs ou des primates, et puis après on va regarder quand même chez l'homme, on peut faire aussi des tranches de cerveau et voir ce qui se passe dans l'activité des neurones. Et là même, il y a quand même quelques groupes aujourd'hui qui disent attention, si les psychostimulants à l'âge adulte n'ont pas d'effet grave sur les circuits, parce que ces circuits sont matures, par contre, les donner à des enfants et à des adolescents, dans des moments où il y a une reconfiguration des réseaux neuronaux du cerveau, et en particulier les réseaux de la région frontale, qui sont extrêmement importants, eh bien, vous risquez, par ces médicaments, de casser la plasticité, la fonctionnalité de ces régions-là, et avoir des effets à très long terme. Et la question de l'adulte se pose, que vont devenir ces enfants qui ont été soumis aux psychostimulants? Je sais qu'il y a des problèmes d'effet de dose, mais néanmoins, il y a eu ces psychostimulants à des moments très particuliers du développement du cerveau. Et donc, qu'est-ce que ça va donner à l'âge adulte? La question est ouverte. Ça veut dire, professeur, qu'on n'a pas encore assez de recul? On n'a pas assez de recul, bien sûr. Et il y a là quand même une démarche qui est un petit peu audacieuse, même si, effectivement, les choses s'améliorent à l'école.
Donc on a une tendance alors à se dire, bon ben tant pis pour des effets secondaires éventuels, mais nous pensons que c'est un petit peu, quelque part, audacieux, disons-le comme ça, et qu'il est possible d'imaginer, je crois aujourd'hui, par rapport à ce qu'on voit sur le plan fonctionnel de la façon dont les cerveaux chez ces enfants fonctionnent, peut-être de rétablir une activité rythmique cérébrale indépendamment des méthodes par tout simplement la rélatine, en donnant tout simplement des psychostimulants, et qu'il est possible d'imaginer des procédés par neurofeedback de plus en plus développés, où on pourrait rétablir les équilibres des ondes cérébrales qui sont altérées dans ces anomalies-là, et donc sans passer par la chimie. Donc d'avoir des activités au point de vue électrique ou au point de vue comportemental. Donc c'est les deux, des stimulations par courant continu, courant alternatif, mais aussi du comportement. Donc du comportement dans un environnement réel. Donc reprendre ces enfants et se reposer la question essentielle, qu'est-ce qui se passe au niveau des relations corps-esprit et son environnement? Donc il se pourrait très bien que le développement des techniques modernes, de tout ce monde moderne, de l'hypercommunication à outrance, GSM, réseaux sociaux, tablettes, finalement, sans que ça soit obligatoire, mais c'est peut-être une tendance où la relation du corps, de l'enfant, dans son environnement social, l'environnement intergénérationnel par exemple, les gens utilisent le GSM pour parler, ou s'envoyer des SMS ou des messages, mais peut-être que le message réel, produit dans un espace tridimensionnel réel, avec des corps agissants, donc toucher un enfant, se promener avec un enfant, donc aller au-delà de ce cadre qui est de plus en plus réduit de la communication à courte distance par une technologie hyper sophistiquée. Donc quels sont maintenant encore les enfants qui ont la chance que les grands-parents prennent le temps de se promener en forêt avec l'enfant? Tout simplement, main dans la main, circuler dans un environnement tridimensionnel naturel. Donc refaire ce que l'homme chasseur, le fameux cueilleur, faisait avant. Parce que le cerveau, il y a une évolution, mais l'évolution de la biologie n'a pas la vitesse de l'évolution de la technologie. Et je pense que de plus en plus, et on peut parler de transhumanisme si on a envie, mais un des aspects qui est un peu oublié du transhumanisme, c'est la présence du corps agissant comme structure biologique complexe qui peut-être, elle, n'a pas changé et ne changera pas à cette vitesse-là. Et donc il faut faire attention de rentrer dans un espèce d'univers à deux vitesses, un univers technologique dans lequel une partie importante de notre activité intellectuelle, cérébrale, émotionnelle, affective semble se diriger, et laisser alors le retour sur le corps, la relation proche, la véritable relation finalement, homme-homme, parents-enfants, grands-parents-enfants, tout ce lien intergénérationnel, s'il se défait, peut conduire à des altérations du comportement de l'enfant. Et professeur, si on fait un petit retour en arrière, vous observez cette espèce d'explosion finalement, parce que on peut vraiment littéralement parler d'une explosion de troubles de comportement, ou en tout cas de parents qui disent que leurs enfants ont des troubles du comportement. On peut remonter ça à quelle période, cette espèce de pic comme ça qui apparaît? Mais moi, j'ai vraiment le sentiment que ça commence dans la fin des années 80, hein, et que cela nous vient aussi outre-Atlantique. Oui, là, complètement. Oui. Donc un enfant sur je ne sais pas combien et sur oui, rélatine, c'est des chiffres assez effrayants. Alors peut-être qu'il y a peut-être aussi, et c'est très difficile, hein, de savoir s'il n'y a pas une mesure trop favorable, qu'on va trop vite pour dire voilà, c'est un enfant TDAH. Peut-être qu'il faut parfois affiner les outils. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons travaillé dans le cadre d'un projet BioWin ici en région wallonne, nous avons travaillé à identifier les critères électrophysiologiques. Donc nous avons maintenant mis au point des aides au diagnostic de la maladie, mais des aides qui sont basées sur l'activité cérébrale, donc sur les images dynamiques du cerveau d'un enfant. Et ce sont donc des outils dont on espère qu'ils vont pouvoir aider à une meilleure définition du trouble TDAH.
Et nous avons essayé également de faire en sorte qu'il y ait un consensus de plus en plus évident entre les praticiens du milieu, du terrain, les psychiatres, les neuropédiatres, d'aller vers aussi les nouveaux outils des neurosciences. Pour finalement, parce qu'il s'agit de quoi dans un TDAH? Il s'agit d'un comportement du cerveau. Et donc de plus en plus, on espère mettre au point des nouveaux procédés où non seulement le cerveau est utilisé, est compris, mais aussi le corps. Donc on voit que les enfants TDAH ont des problèmes d'orientation corporelle, d'une motricité, même si elle est agitée ou hyperactive, eh bien, elle démontre aussi des déficits. Comme vous m'avez expliqué, par exemple, de faire une marche arrière. Oui, voilà, donc c'est tout à fait bizarre, ils ont des difficultés à reproduire un schéma de marche qu'ils ont fait parfaitement vers l'avant, quand il faut faire vers l'arrière, ils ont des troubles. Donc il y a des choses comme ça qui sont surprenantes. Donc c'est pour ça que attention, la notion d'attention est une notion très compliquée et qu'on n'utilise pas assez non plus à l'école, donc on n'apprend pas assez. Là aussi, on a vu au cours des années une réduction de tout ce qui était éducation physique à l'école. Donc la pratique du corps, encore une fois. Donc c'est chaque fois cette pratique du corps qui subit donc une sorte de restriction. Alors qu'au contraire, aujourd'hui, toutes les données le démontrent. Il faut bouger, il faut faire du mouvement pour améliorer le comportement du cerveau. Maintenant, pourquoi ces enfants sont dits hyperactifs? Est-ce qu'ils bougent assez dans leur milieu naturel? Donc est-ce que cette contrainte dont j'expliquais tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas cette contrainte qui induit ces comportements hyperactifs, ces troubles de l'attention, parce qu'il y a une compression d'espace, il n'y a plus assez de dimension pour l'expression du corps? Voilà encore une autre question qu'on peut se poser. C'est quand même invraisemblable qu'à partir de l'école primaire, à partir de 5 ou 6 ans, qu'on oblige un individu à être assis. Et ensuite, on arrive aux conclusions de tous les diététiciens, de tous les physiologistes, que voilà, les enfants sont trop gros. Tout simplement, ils ne bougent plus. Donc, il faut repenser l'éducation de A à Z. Il faut vraiment repenser cette idée de cloîtrer les gens dans des postures inadéquates pour, soi-disant, acquérir des connaissances. Je pense qu'il faut vraiment, et je crois que s'il y a bien un domaine qui est en retard, c'est l'école. C'est vraiment l'éducation pour laquelle il faudrait vraiment se pencher, et encore une fois, bien sûr, ça, d'avoir les moyens de le faire. Et donc, redonner la parole au corps, plutôt que la parole, je dirais, des mots et des mots, à des concepts parfois pédagogiques qui sont profondément fumeux, qui ne veulent rien dire par rapport à quelqu'un se redresse, quelqu'un marche, quelqu'un agit, quelqu'un parle, il y a des vrais dialogues qui s'installent. Ça, c'est la vie d'Homo sapiens sapiens, cueilleur, chasseur, agissant, dans un monde qui était celui dans lequel il s'est développé pendant vraiment de nombreuses années. Et aujourd'hui, là, le monde qui arrive est peut-être un monde de contraintes. Oui. J'observais la fois dernière dans un restaurant un couple de parents avec un enfant qui s'amusait du fait qu'ils avaient mis leur enfant devant un iPad, devant un dessin animé, parce que comme ça, ils avaient la paix pendant le repas. Alors là, effectivement, ça nous a fait grimper au mur, ma compagne et moi, parce qu'effectivement, ça nous semblait totalement aberrant, et on peut bien se projeter dans le quotidien de cet enfant. Si les parents font ça quand ils sont au restaurant, comment ça se passe à la maison? Et je pense qu'effectivement, là, il y a un gros souci. Oui, tout à fait. Si aujourd'hui vous deviez, en tant que neurophysiologue, justement, donner un conseil à des jeunes parents de ne pas rentrer dans quel travers? Alors vous avez évoqué de revenir à l'essentiel. Est-ce que vous pouvez un petit peu, je ne sais pas... Mais je pense que l'essentiel, c'est la prise en compte d'un environnement le plus large possible. Et lorsque l'horizon se réduit, le regard se réduit. Et donc, s'il n'y a plus de perspective visuelle, eh bien, je vais donner un exemple qui est peut-être pas correct, mais avant, les enfants, ils ne voyaient pas la mer. S'ils vivaient loin des côtes, la campagne, ils voyaient la campagne, ils ne voyaient pas la mer. Mais le jour où ils avaient la chance de se trouver face à la mer, ils étaient dans un état de découverte, de fascination. Mais c'était une fascination qui lie l'espace réel au corps. Aujourd'hui, la représentation de la mer, de l'eau, elle peut se faire sous les écrans,
Mais alors, on peut dire, mais c'est très bien, les enfants ont vu la mer. Non, ils n'ont vu qu'une représentation de la mer, et certainement, ils n'ont pas senti le retour du corps face au dimensionnement de l'océan ou de la mer qui est devant lui. Alors, c'est un exemple peut-être un peu grossier. René Magritte avait tout compris avec ceci n'est Voilà. pas une pipe, en fait. Ceci n'est pas. Oui, c'est ça. Donc c'est le cerveau doit avoir de l'espace de projection parce qu'il projette son corps. Et si cet espace de projection n'existe plus que par des images qui se trouvent à des distances extrêmement courtes, eh bien, le corps ne parle plus. Et Damasio, le neurologue américain, parle de ce qu'il appelle les retours du corps. Donc ce sont des sensations, n'est-ce pas, qui sollicitent, c'est un petit peu un exemple de ces sensations de retour, c'est vous êtes en voiture, vous avez démarré au mauvais moment, vous avez risqué un accident, vous avez votre activité cardiaque qui augmente, vous avez ce que Damasio appelle des marqueurs somatiques, donc ce sont des informations du corps. Mais ces marqueurs somatiques, nous les ressentons tout le temps dans toutes les situations du vivant. Donc on parle à quelqu'un en vrai, nous faisons une interview, nous rentrons et nous avons des sensations du corps. Donc notre rythme cardiaque change, notre résistance cutanée varie, nos activités cérébrales rentrent en communication, mais c'est de la vraie communication. Vous voyez, si je me promène au bord de l'eau, j'ai le grand espace et je suis en communication avec le grand espace. Donc j'ai de l'espace pour mon attention, donc pour recalibrer mon attention. Mais si au contraire je suis dans des espaces restreints, mon attention ne sera plus bien calibrée. Et probablement, enfin c'est une explication parmi d'autres, le corps ne peut plus exprimer ces marqueurs somatiques, et ça se traduit par de l'hyperexcitabilité à tout va, une perte d'une concentration, une capacité de se concentrer. C'est une explication, mais ce n'est pas la seule. Hein. Il existe peut-être aussi des phénomènes toxiques, et ça, on en est tous évidemment un peu responsables. Et là, c'est très, très, très difficile de le savoir. Il y a aussi, par exemple, on pense de plus en plus de maladies de dégénérescence du système nerveux. L'Alzheimer, le Parkinson, c'est effrayant. Donc là, il y a peut-être des toxiques, hein, il y a probablement des toxiques qui se promènent. Donc non seulement l'environnement est plus restrictif, mais d'un autre côté, il est également plus polluant. Alors, professeur, sans vous pousser à dire ce que vous n'avez pas envie de dire, évidemment, vous devez bien avoir votre idée en tant que vous êtes professeur en neurophysiologie. Vous avez évoqué l'idée d'enfants qui sont traités sous rilatine pendant de nombreuses années, des adolescents même. Donc, à une époque, comme vous l'avez dit, où le cerveau n'est pas mature, c'est très important. Vous devez bien avoir votre petite idée sur ce que ça pourrait donner comme adulte, comme problème, comme problématique. Est-ce que vous voulez partager avec nous cette idée-là? Mais je ne suis pas le seul à le penser. Hein. Donc, il y a plusieurs universités américaines qui maintenant reviennent sur, étudient vraiment sur des modèles animaux l'effet des psychostimulants, et les données sont quand même assez catastrophiques, même s'il y a des effets de dose. Même s'il y a des effets de dose, aux doses actuelles qui sont données aux enfants, lorsqu'on applique ces doses-là sur des modèles expérimentaux, on voit qu'il y a des effets délétères, donc notamment sur la plasticité cérébrale, en particulier dans les périodes critiques. Et donc là, je l'ai dit tout à l'heure, c'est prendre un certain risque. Et ça peut conduire à des formes diverses de pathologies mentales, ou en tout cas de dysfonctionnement mental chez l'adulte. Et nous avons vu des adultes TDAH ici, nous les avons enregistrés, et nous pouvons aussi dire qu'ils se comportent de façon différente d'individus ne souffrant pas du TDAH du même âge. Donc ils ne voient pas les choses, ils ne perçoivent pas les choses de la même manière. Donc, c'est resté chez eux. C'est très difficile d'établir ceux qui ont pris ou pas de la rilatine parce que les choses ont un peu évolué au cours du temps. Mais déjà, sur ceux-là qui souffraient de TDAH enfant, ils continuent à souffrir du TDAH adulte. Mais ils se sont adaptés, n'est-ce pas, à ce déficit. Il est moins perceptible à court terme. Mais si vous parlez avec quelqu'un qui est TDAH et qui essaye de vous convaincre de quelque chose, pendant les premières minutes, son discours est cohérent,
Et dans la demi-heure qui suit, vous allez constater progressivement une incohérence qui va s'installer progressivement. Chez l'adulte? Chez l'adulte. Et la personne qui souffre de ce déficit en est consciente. Oui, oui. Donc, elle vous dit au début, ben oui, je sais, au début, c'était clair, hein, oui, oui. Mais à partir de la 4e diapositive, je me suis vraiment rendu compte que j'étais plus clair. Hein. C'est incroyable. Oui. Et donc, ces gens sont fonctionnels, ils fonctionnent heureusement, hein, ils vivent normalement, mais avec toujours ces déficits attentionnels. Et professeur, chez les jeunes enfants, par exemple, parce qu'on parle là d'agitation, ils montent sur le bureau, des choses comme ça, on est vraiment dans le moteur, dans l'action, comme vous le disiez. Oui. Est-ce qu'il y a aussi une résonance de leurs troubles dans leur communication sociale quelque part? Est-ce que des enfants qui ont ce trouble-là ont moins d'empathie, par exemple, ou plus? Alors, c'est très difficile à dire sur l'empathie, mais parce que alors là, on touche à tout un panel d'altérations. Par exemple, l'autisme, c'est encore très compliqué. Donc l'empathie, c'est la capacité de changer de point de vue. Alors là aussi, ce qui manque aujourd'hui, justement, c'est des exercices, c'est du travail du corps. Et moi, si j'étais confronté à titre personnel à un enfant TDAH, je le prendrais en main sur le plan physique. Donc c'est physique, mais physique au sens très large du terme. Ça veut dire la parole, aussi la parole, l'expression, le geste, le jeu, l'action, la variation d'espace. Donc il faut retourner, se promener en forêt, au bord de l'eau, au bord d'un canal, changer les perspectives, vous voyez, les rapports au corps, aller dans une barquette, changer l'espace d'action, l'espace aquatique, l'espace aérien. Oui, aller en montagne, aller à la mer, changer l'espace, le vrai, l'espace full 3D avec le vent, avec la chaleur ou le froid, une reprise en main des espaces corporels et de l'espace environnemental, et alors des exercices de changement de point de vue. Je vois quelque chose selon mon regard, mais je peux le voir selon ton regard. Et je peux sentir ce que tu ressens. Et donc aller chercher à la racine des choses. Qu'est-ce qui fait qu'il s'agite? Qu'est-ce qui fait qu'il est inattentif? Comment réhabiliter cette attention? Jean-Philippe Lachaud, qui est un psychologue et neurophysiologiste français, il fait des exercices à l'école primaire avec les enfants qui consistent à marcher sur une règle. Donc une règle de juste 5 cm. Et il s'agit de marcher. Donc des exercices physiques. Donc pas obligatoirement de la gymnastique suédoise comme avant avec des mouvements compliqués, mais de la pratique du corps. De la pratique du corps. Et nous pensons que c'est la pratique du corps qui devrait espérer nous développer des nouveaux procédés pour compléter, en tout cas pour remplacer la pharmacologie, qui n'est quand même pas extraordinaire. Il faut bien reconnaître que soigner des enfants avec des psychostimulants, oui, bon, ok, mais si en même temps on détruit leur cortex frontal, ils en auront besoin plus tard, quand ils seront adultes. Donc ça pose, je pense, des problèmes véritablement éthiques. Autant, de nouveau, et ça c'est un paradoxe de notre société, on met beaucoup de moyens dans ce qu'on appelle la protection des données individuelles, mais on en met beaucoup moins sur la façon dont par exemple, parfois la médecine propose des solutions. Parce que là, la solution de la rélatine, c'est vraiment, typiquement, une solution à court terme pour lesquelles on ne réfléchit pas plus loin dans le temps. Alors peut-être, oui, on sauve, on permet peut-être à des enfants de rejoindre la cohorte, je dirais, des enfants normaux à l'école, de retrouver une certaine efficacité, mais au détriment de quoi? Est-ce qu'on ne ferait pas des lobotomies? Enfin, j'utilise un terme peut-être violent, mais on peut lobotomiser par chimie, hein, et donc à des moments où les réseaux sont critiques. En tout cas, moi je n'ai pas personnellement étudié les modèles animaux de ce qu'on appelle l'ADHD, parce qu'il existe des modèles animaux, mais d'autres, des équipes américaines notamment, et récemment, sont très alarmistes par rapport à ça. C'est là-dessus que je me base pour quelque part un peu critiquer la rélatine. En tout cas, en disant tout simplement, essayons quand même d'autres choses. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons proposé en tout cas des recherches, des demandes de financement pour développer du neurofeedback dans ce cadre-là.
Mais encore une fois, je pense on s'affronte à des, je dirais, une pratique qui est devenue habituelle maintenant dans le milieu médical, de traiter de cette façon-là et de considérer le développement des autres méthodes comme étant un peu alternatif. Et voilà, voilà, c'est ça. Puis il y a des gens qui estiment qu'ils ne mettraient pas, par exemple, 1 000 € pour soigner, pour acheter un système de neurofeedback pour leur enfant. Parce qu'ils estiment que c'est trop cher. Enfin bon, il y a des gens comme ça. Et c'est quoi ça, le neurofeedback pour les enfants? Et le neurofeedback pour l'ADHD, c'est par exemple des méthodes qui, à partir de la reconnaissance des déficits d'ondes, pourraient les rétablir. Donc faire un petit peu, je dirais, la récupération des activités oscillantes qui ne sont pas normales lorsque l'enfant est en train d'effectuer, de reconnaître un objet visuel ou de faire une activité. Donc si on constate que ce n'est pas normal, on peut relancer la machine en mesurant l'activité qui n'est pas suffisante et indiquer à l'individu qu'elle n'est pas suffisante. Et à partir du moment où on voit, par exemple, je vous donne un exemple assez simple, un petit poisson dans un aquarium, qui navigue, le poisson, et il faut en fait que ce poisson aille de plus en plus bas dans l'aquarium. Parce que s'il va trop haut, il y aura un pêcheur qui va le prendre. Donc c'est un jeu assez simple, mais la position du poisson ne sera réalisée qu'en fonction de l'activité du cerveau de l'enfant. Donc on va prendre par exemple son activité, je prends comme ça son activité alpha, et plus il y aura une activité alpha, non de relaxation, de calme, de reprise, plus le poisson ira profondément. Moins, il sera plus réexcité, plus le poisson va atteindre la surface et le pêcheur va le prendre. Donc les enfants comprennent ça tout de suite. Et donc en voyant le poisson dont la position dépend de son activité cérébrale, il est capable de faire en sorte qu'il aille plus bas pour éviter. Et comment est-ce qu'il peut aller plus bas le poisson? S'il produit plus d'ondes alpha. Donc plus l'onde alpha sera grande, plus le poisson ira bas. Et donc il ne sera pas mangé. Donc là, on est dans un test qui est le test du prédateur, proie-prédateur. Donc c'est déjà un test où les sensations corporelles, l'enfant va se projeter dans le poisson, il va se projeter dans un environnement qu'on pourrait faire 3D, etc. Voilà, là la technologie est à notre aide. C'est ça, oui. Contrairement à ce que je critiquais tout à l'heure. Donc là, elle va venir nous aider. Et à ce moment-là, plus il sera dans la profondeur, eh bien, il aura survécu. Donc il va comprendre qu'il est capable, en calmant, en retrouvant les ondes de la quiétude, il est capable de se sauver. Donc on a gagné, l'enfant alors comprend. Et nous avons maintenant développé au sein de la spin-off Human Wave, on appelle ça le petit robot. Donc c'est un petit robot qui marche, ou une petite voiture, qui marche avec les ondes cérébrales. Mais donc là concrètement, l'enfant a un dispositif sur voilà, il a un casque, il a un petit casque léger, on mesure ses ondes cérébrales, il y a des processus mathématiques qui font en sorte que c'est vraiment l'onde qui est bien mesurée et pas les mouvements des yeux ou les mouvements de la tête qui induit des variations de courant, que c'est bien l'activité neuronale. Quand on sait ça, cette activité neuronale est utilisée pour produire un feedback, un neurofeedback. Et la boucle est donc installée. Et assez bien, nous avons vu des enfants ici TDAH qui étaient face à ce système-là, mais tout de suite ils sont intéressés, ils se calment, ils comprennent qu'avec leur cerveau, ils peuvent faire quelque chose. Et alors, contrairement à ce qu'on est tout le temps en train de leur gueuler dessus parce qu'ils ne sont pas corrects, ils ne sont pas efficaces ou distraits, ici, eux-mêmes, ils voient qu'ils sont capables de faire quelque chose, avec leur cerveau en plus. Et je pense que c'est aussi ça, une prise de conscience de marqueurs somatiques, parce que c'est le corps, là c'est leur vrai corps agissant. Professeur, vous avez parlé d'onde alpha, c'est ça, dans ce cas-là? Oui. Celle qui est de la relaxation Alors, l'onde alpha, c'est une onde qui est portée par la synchronie des inhibiteurs. Donc des neurones qu'on appelle les interneurones inhibiteurs. Donc ces interneurones inhibiteurs, dans le cortex, se déchargent en même temps, ils produisent des ondes alpha. C'est plus compliqué que ce que je dis. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des centres à l'intérieur du cerveau, qu'on appelle le thalamus notamment, qui eux sont aussi des générateurs d'alpha. Donc ils génèrent de l'alpha sur le cortex et sur l'ensemble du cerveau. Donc cette onde alpha, quand on ferme les yeux, elle augmente. Partout, vous la voyez très clairement. C'est comme ça qu'on l'a découvert, c'est comme ça que c'était découvert au début du siècle passé par Hans Berger. Et il l'a appelée l'onde alpha parce que c'est la première qu'il a vue.
Donc il a fallu 30 ans pour qu'on dise que c'est vrai, mais bon voilà, parce qu'après il y a eu la guerre 14, etc. Et comme il était allemand, ben, on a dû attendre la fin de la guerre pour que les Anglais reproduisent ce qu'il avait montré chez l'homme, et c'est devenu reconnu, c'est le début de l'électroencéphalographie. Donc tout ce qu'on fait ici au laboratoire, en tout cas chez l'homme, ben, on le doit à Ansberger. Voilà, on a découvert de l'EEG. Et ce rythme alpha est donc un rythme d'économie et de mise en résonance globale du cerveau. Donc on est dans un rythme alpha, ça veut dire qu'on est soi-même, on est au repos, et on est aussi bien sûr capable de réagir à des événements qui se passent à l'extérieur de nous. Si nous produisons un mouvement, ce rythme alpha diminue, parce que les neurones se désynchronisent, parce qu'ils vont faire autre chose, ils vont élaborer la commande motrice, etc. Et donc là, hop, on voit le rythme alpha disparaître, quand on bouge. Mais si vous regardez par exemple quelqu'un à match de boxe, vous voyez des gens qui... Eh bien, le rythme alpha, qu'on appelle le rythme mu dans ce cas-là, diminue aussi. Mais si vous regardez des plantes qui ne bougent pas, qui n'ont rien à voir avec le mouvement, ils ne bougent pas. Donc il est en fonction des régions très spécifiques par rapport à ce que fait cette partie-là du cerveau. Vous voyez. Donc au repos, on produit de l'alpha, je ferme mes yeux, j'en produis encore plus. Je pense que je vais bouger, hop, je peux commencer à diminuer cet alpha. Donc on peut avoir un contrôle, si on vous le dit, du rythme alpha. Et donc on a maintenant des techniques pour récupérer de l'alpha, pour produire plus d'alpha. Et justement, professeur, dans une civilisation où on est extrêmement sollicité du moment où on se réveille jusqu'à celui où on s'endort, il y a beaucoup de techniques de relaxation, entre guillemets, de méditation, etc., qui visent justement à essayer d'établir un rythme comme celui-là pour aller vers quelque chose de reconstructeur, d'apaisant. Et de quelle manière vous pouvez l'induire alors facilement? Alors d'abord, donc on peut l'induire facilement en fermant les yeux. Donc ça c'est assez facile. Donc ça veut dire que même, il ne faut pas s'endormir, parce que ça c'est autre chose. Il faut donc juste fermer les yeux et ensuite éviter de faire apparaître des soucis. Donc il faut s'éloigner des soucis et trouver des images agréables où on est bien, se les remémorer et rester dans cet état-là à un certain temps. Et de le faire assez souvent. Je pense que les données actuelles montrent que chez l'individu normal, la présence d'un alpha est positive. Est positive. Maintenant, vous savez, la pathologie, parfois c'est surprenant. On peut trouver dans certaines pathologies des alphas qui sont d'amplitude anormale ou généralisée. Voilà, il y a autre chose qui peut se passer. Donc il ne faut pas non plus toujours tout généraliser. Mais dans un cadre plus ou moins établi, on peut dire que le rythme alpha n'est certainement pas un rythme déficitaire. Au contraire, c'est un rythme de récupération. Et est-ce que vous confirmez effectivement le bénéfice de mettre cette pratique-là quotidiennement, laisser un espace dans nos vies pour ça? Oui, je pense. Donc ça, tout ce qui est le wellness, le fait de pouvoir prendre un peu de temps dans notre environnement hyper sollicitant, je pense que c'est positif. Maintenant, ce n'est vraiment pas la même chose les méthodes de relaxation, même les méthodes de relaxation actives, et les nouvelles techniques de recherche de l'optimal, qui sont des techniques du flow. Donc ce sont vraiment des domaines un peu différents. Et les mécanismes, encore une fois, qui sont mis en jeu ne sont pas les mêmes, c'est plus compliqué qu'on peut l'imaginer. Et par exemple, ce qui est compliqué, c'est la mise en phase des oscillations. Donc vous avez des oscillations, et ces oscillations peuvent changer leur organisation temporelle, et en fonction de leur organisation temporelle par rapport à un événement, ou la production d'un geste, eh bien, votre geste peut être plus ou moins performant en fonction de la phase de ces ondes qui sont dans votre cerveau. Et ça, c'est évidemment difficile de connaître la phase d'une oscillation. Donc il faudrait la mesurer, la calculer en temps réel et vous la présenter. Donc ce sont aussi des choses qu'on fait au laboratoire pour développer donc, des nouvelles méthodes pour améliorer nos capacités de mettre nos ondes à notre service. D'accord. Professeur, dans le nombre de dispositifs qu'on pourrait avoir à notre disposition chez nous, par exemple, j'ai entendu parler, ça fait déjà longtemps d'ailleurs, le docteur Monroe aux États-Unis avait mis au point une technique qui s'appelait EmiSync et qui était en fait basée sur des sons binauraux en fait et qui en fait donne une espèce de résonance comme ça, plic-ploc, plic-ploc, ping-pong, ping-pong d'une oreille à l'autre. Il faut utiliser un casque stéréo et qui va permettre, dites-moi si c'est juste ou vérifiable, mais de synchroniser les deux hémisphères et ça aurait pour justement bénéfice de pouvoir justement apporter une espèce d'onde apaisante. Oui, alors ça, ce sont toutes des approches qui consistent donc à envoyer
dans le cerveau des structures rythmiques. Alors ça, nous l'avons utilisé aussi pour la commande des exosquelettes en revalidation. Le cerveau rentre en résonance alors. Donc si vous, par exemple, vous regardez une image à 12 Hz, 13 Hz qui flash, le cerveau va présenter des oscillations à 12-13 Hz. Si vous regardez à côté une image à 15 ou 16 Hz, il va pouvoir se synchroniser sur le 15 ou le 16 Hz. Il va produire du 16 Hz. Donc, en fonction de votre attention, si vous regardez l'un, si vous regardez l'autre, le cerveau va choisir, va se mettre en oscillation à la fréquence de ce que vous percevez. Donc, si on imagine, si on fait une bascule gauche-droite d'activité rythmique synchrone répétée, vous aurez ce lien. Donc, il est logique alors de penser que s'il y a un lien oscillant qui s'installe, celui-ci puisse être transmis par le corps calleux. Parce que le corps calleux, ce sont des fibres nerveuses. Donc, si les neurones d'un côté sont actifs à une certaine rythmique et qu'on envoie la même rythmique sur les deux oreilles en même temps, bien, évidemment, il va y avoir du croisement au niveau du corps calleux. L'un va parler à l'autre, l'autre va parler à l'un. Souvent, ce sont des liens gauche-droite inhibiteurs. Donc, quand moi je suis actif, je t'inhibe. Quand toi tu es actif, tu m'inhibes. Si c'est moins de moins, ça va faire plus. Et tout le monde va commencer à raisonner. Donc, ça va entreprendre l'activité oscillatoire du cerveau. Il y a aussi les mouvements oculaires dont Schneider notamment a beaucoup parlé. D'ailleurs, ils ont mis au point une thérapie basée sur voilà, je crois que c'est le FT, non, ou EMDR. EMDR, voilà, plutôt, oui, c'est ça. Eye Movement Directional. Oui. Alors, ces systèmes-là, pareil. Donc, les mouvements oculaires, c'est quelque chose que je connais bien. J'ai passé plus de 15 ans de ma vie à étudier le système de maintien de la position de l'œil. Donc, nous avons découvert la localisation chez le chat en 1986, avant qu'on le découvre chez le singe aux États-Unis. Donc, tout ça, c'était des découvertes assez importantes qu'on a fait en Belgique. Et donc, les mouvements des yeux, c'est la chose probablement prioritaire dans toute la motricité. L'œil fait tout ce que le corps va faire avant le corps. Donc c'est un petit peu notre guide. Ouais, c'est la balise. Donc elle produit ce qu'on appelle des scampas, des voies de mouvement qui, la façon de voir les choses, donc bouger les yeux, c'est une sorte de mémoire aussi de l'action et de la perception qui va avoir lieu. Vous voyez une vague. Eh bien, l'œil va regarder la vague en retraçant le mouvement de la vague. Donc non seulement vous voyez une vague, mais l'œil, le mouvement de l'œil, sera une reproduction du mouvement de la vague. Vous voyez? Ça s'appelle les scampas. Et donc, si maintenant on joue sur la bascule des yeux de gauche à droite, évidemment, tous les processeurs qui gèrent, qui contrôlent la position de l'œil dans l'espace, ça va du tronc cérébral jusqu'au cortex frontal, colliculus, enfin, toutes ces zones-là vont rentrer en synchronie, vont se synchroniser par rapport aux bascules de l'œil de gauche à droite. Et de nouveau, ça peut entraîner de la synchronie du cerveau. Donc, dans certaines circonstances où un individu a rarement l'occasion de remettre son cerveau en résonance par rapport à quelque chose, parce que de nouveau, il est toujours dans tous les coins, agité, perturbé, soucieux. Il y aurait un bénéfice. Il y aurait un bénéfice. Mais encore une fois, c'est très très amusant parce qu'il manque de la recherche fondamentale pour savoir ou dire, là maintenant, j'ai trouvé une publication très claire, je vais vous expliquer ce qui se passe. Non, il faudrait refaire la manip au labo. Donc, je prends 2 chercheurs, 1 an, je mets ma main à couper que dans 1 an, on va pouvoir vous expliquer comment fonctionne cette méthode. Qu'est-ce qu'elle donne sur le cerveau? Mais peut-être qu'elle va dire ceci, cela, mais il faut faire l'expérience. Donc, aussi, pas une conclusion, mais quelque chose de fondamental aujourd'hui. Il faut redire qu'il n'y a que la méthode expérimentale qui a progrès. Qui a progrès en médecine, qui a progrès dans la technologie, qui a progrès dans la société, c'est parce qu'il y a la méthode expérimentale. Et on ne peut pas oublier la méthode expérimentale. Les domaines dans lesquels il n'y a pas de méthode expérimentale rigoureuse, c'est le hasard. Je ne vais pas les citer, mais pour ne pas faire d'être désagréable avec certains de mes collègues. Il y a des domaines où il n'y a pas de méthode expérimentale.
Et néanmoins, on a des modèles, on affirme des choses invraisemblables sans expérience. Voilà. Donc, il faut retourner au labo. Au labo. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Merci.